Le dossier du coach n'en finit plus côté marseillais, entre l'échec du dossier Gallardo, Lille qui bloque Fonseca et les noms qu'on a déjà barrés dans la shortlist pour différentes raisons. Le favori semble être Marcelino d'après plusieurs médias, et dans cette vidéo, on va d'abord faire un petit point info sur ce qui est sorti ces dernières heures, avant de faire la présentation de Marcelino avec comme d'habitude un point sur son parcours, sur son style de jeu, et en se demandant si ce serait un bon choix pour l'OM, ou alors si c'est simplement un lot de consolation après les échecs Gallardo et Fonseca. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que Marcelino serait un bon coach pour l'OM, ou alors faut-il se tourner vers d'autres profils? J'attends vos avis en commentaire. On passe au vif du sujet avec le petit point actualité, on en parlait dans la vidéo de ce dimanche soir, la piste Gallardo n'a pas abouti alors qu'il était cité comme le favori absolu. Il y a plein de raisons différentes et opposées qui sont sorties pour évoquer cet échec. Alors soit il était pas prêt à reprendre une équipe, soit le projet ne l'emballait pas plus que ça. En tout cas, ce sera pas lui le prochain coach, à moins d'un improbable retournement de situation. La direction discutait avec Paulo Fonseca depuis quelques jours aussi, et apparemment il était conquis par le projet. Il voulait absolument venir, mais la direction du LOSC est inflexible. Mohamed Bouafsi et la Provence affirment qu'il va honorer sa dernière année de contrat à Lille. Il a décidé de ne pas partir au clash après une réunion avec sa direction, mais la Provence confirme qu'il voulait vraiment venir à l'OM. La logique veut maintenant que Marcelino soit le favori, lui qui est finalement le dernier survivant du trio après les échecs Gallardo et Fonseca. Son nom circule depuis le départ de Tudor, mais la piste avait été mise de côté, probablement pour se concentrer sur Gallardo et Fonseca en priorité. Elle est à nouveau d'actualité, et d'après la Provence, il est totalement emballé par le projet, et on imagine aussi que sa proximité avec Longoria fait de lui un candidat plus que crédible, et un dossier plus simple à boucler que les deux précédents. Foot Mercato affirme qu'il n'a jamais été aussi proche de signer à l'OM, il fait l'unanimité chez Longoria et Ribalta, alors que de l'autre côté, l'équipe nous dit qu'il n'a pas que des partisans en interne. Quoi qu'il en soit, la piste Marcelino semble donc être la plus chaude. La Minute OM nous dit que rien n'est encore acté et qu'il est encore un peu tôt pour affirmer qu'il sera le prochain coach de l'OM. Fabrizio Romano, lui, confirme de son côté que c'est la nouvelle priorité, que l'OM veut absolument boucler le deal Marcelino et que les discussions vont se poursuivre dans les prochaines heures. On passe au cœur de la vidéo avec un focus sur le parcours de Marcelino. En tant que joueur, il a été professionnel pendant quasiment une dizaine d'années en jouant à Riron, Santander, Levante et à Elche pour finir sa carrière. En 97, il fait ses débuts sur le banc de Lealtad où il restera quasiment un an et demi. Par la suite, il prend en charge l'équipe B de son club formateur, le Sporting Riron, avant d'être promu comme entraîneur de l'équipe première à l'été 2003. Il y restera 2 saisons avant de s'engager avec le Recreativo Huelva, un passage réussi pour le coach espagnol qui est champion de D2 en 2005-2006 et qui fait remonter Huelva en Liga. La saison suivante, il termine à une très belle 8ème place à quelques points des places européennes. À la fin de sa deuxième saison, il quitte le club avant de s'engager avec Santander. Là encore, il va réaliser une belle saison. Son club termine 6ème du championnat, une place qui leur permet de se qualifier en Coupe UEFA pour la première fois de leur histoire. En fin de saison, il signe au Real Saragosse, il y restera 1 an et demi, le temps de faire remonter l'équipe en Liga en 2008-2009, mais il sera débarqué un peu avant la mi-saison suivante, après des résultats décevants. Après un peu plus d'1 an d'inactivité, il fait son retour sur le banc de Santander en remplaçant Miguel Angel Portugal. Sous la menace de la relégation avant son arrivée, ils vont finalement terminer 12ème, et Marcelino, de son côté, quittera le club à l'intersaison pour s'engager avec Séville qui vient tout juste de se séparer de Manzano. Une expérience compliquée parce qu'il ne restera que quelques mois avant d'être remplacé par Mitchell, faute de résultats. Il reprend du service en janvier 2013 en s'engageant avec Villarreal pour remplacer Julio Velasquez. Pour ses 6 premiers mois à la tête de l'équipe, il fait remonter son équipe en Liga. La saison suivante, Villarreal termine 6ème, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue Europa. Même chose en 2014-2015, et c'est finalement pour sa 3ème saison complète qu'il va réaliser sa meilleure performance en terminant 4ème. Ça permet à Villarreal de se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions. Malgré cette très belle performance, il sera limogé pendant l'été 2016, a priori parce qu'il y avait de mauvaises relations avec ses dirigeants et certains de ses joueurs. Après son départ de Villarreal, il attend la fin de saison pour s'engager avec Valence. Une première saison très réussie parce qu'ils finissent 4ème, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. L'arrivée de Marcelino a fait du bien et ça match avec le superbe effectif qu'ils avaient à ce moment-là, avec entre autres Rodrigo, Ferran Torres, Kondogbia, Gonzalo Guedes, Gabriel, Parreiro ou encore Ezequiel Garay.
La saison 2018-2019 commence sous le signe de la Ligue des Champions, Valence est reversé en C3 après avoir terminé 3ème d'un groupe avec la Juve, United et les Young Boys. Une Europa League plutôt réussie en s'inclinant en demi-finale contre Arsenal. En championnat, c'est régulier parce qu'ils enchaînent une nouvelle 4ème place et ils remportent la Coupe du Roi 2019 face au Barça, 2-1 score final. En fin de saison, il est confirmé à la tête de l'équipe, mais il sera limogé à la surprise générale après la 3ème journée du championnat. La faute à des rapports tendus avec Peter Lim, notamment sur la question du mercato, une décision qui n'a d'ailleurs pas plu aux joueurs du club qui étaient tous derrière Marcelino. Début 2021, il s'engage avec Bilbao pour 1 an et demi, il reprend l'équipe en étant 12ème et il termine 10ème après ses 6 premiers mois à la tête de l'équipe, avec aussi une super coupe d'Espagne au palmarès qu'il a remporté très vite après son arrivée. En 2021-2022, Bilbao termine 8ème en championnat, demi-finaliste de Coupe du Roi face à Valence, mais en fin de saison, Marcelino annonce qu'il ne restera pas au-delà de son contrat, il quitte donc Bilbao en mai 2022 et son nom fait maintenant figure de favori côté marseillais, même si on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Maintenant sur son profil d'entraîneur et le style de jeu qu'il prône, il aime que ses équipes défendent en bloc compact avant de contre-attaquer à la récupération de balles. Les transitions rapides sont une caractéristique importante de son jeu et ça repose sur des joueurs qui relancent très bien, des milieux qui ont une bonne vision de jeu et surtout une capacité de prise de décision rapide. Les deux attaquants doivent être capables de profiter des espaces et d'attaquer la profondeur pour saisir des opportunités. Sur le pressing, c'est pas aussi omniprésent que sous Tudor, mais sur certaines phases, il peut le mettre en place. Il y a deux attaquants qui empêchent les relances et derrière les milieux qui viennent harceler le porteur du ballon dans leur partie de terrain et tenter de fermer les espaces. Le pressing haut, c'est pas forcément mis en place très souvent. Il y a cette volonté de mettre en place un jeu intense, plutôt équilibré pour éviter de se faire piéger à la perte de balle, et un jeu vertical basé sur les contre-attaques, la volonté d'empêcher les milieux adverses d'être dans le confort et les empêcher de jouer axial, quitte à parfois laisser les ailiers adverses occuper les espaces laissés par le bloc défensif, et ça peut parfois être un problème. Il compte beaucoup sur ses latéraux pour apporter leur vitesse et en leur demandant d'attaquer la profondeur, mais ça suppose aussi que tout soit bien synchronisé, et ça met souvent du temps avant de se trouver les yeux fermés. En tout cas, il y a une chose à relever, c'est que ces circuits de passe sont souvent très bien pensés. Pour récupérer le ballon, les joueurs sont souvent très proches et ça permet d'être en supériorité aussi au moment d'amorcer la contre-attaque. On parle beaucoup de transition rapide parce que c'est très caractéristique de son jeu, mais ces équipes sont aussi capables d'être performantes quand elles ont la possession et pour combiner, mais cette menace en contre-attaque a aussi l'avantage de canaliser les ardeurs des adversaires qui auront peur de perdre le ballon et de se faire punir s'ils se lâchent un peu trop. C'est en tout cas un style de jeu très énergivore qui reflète finalement ses grandes exigences à l'entraînement parce qu'il est présenté comme un coach qui a vraiment le souci du détail, qui a des règles très strictes notamment par rapport aux questions de surpoids. Perbet en a parlé dans un entretien, les amendes sont très élevées et il sait recadrer les joueurs s'il y a un problème. C'est quelqu'un de très respecté et qui est très souvent apprécié dans le vestiaire. Il est présenté comme un coach qui gère très bien son groupe et qui sait tirer le meilleur de ses joueurs, y compris des jeunes, mais bien sûr ça suppose d'avoir des jeunes qui sont prêts pour le haut niveau. C'est un coach qui a souvent laissé un bon souvenir dans les clubs où il est passé, qui a réalisé de belles choses à Villarreal et à Valence notamment. Il est aussi réputé pour ses qualités de tacticien, mais aussi et surtout pour ses qualités humaines. Un coach qui donne beaucoup d'importance aux détails et qui se sert des entraînements pour peaufiner les automatismes. Comme le disait Bakambu dans un entretien récent, ils ont marqué un but exactement comme ce qui était travaillé à l'entraînement et demandé par le coach, preuve que c'est bien plus qu'une répétition générale et que chaque détail compte. Alors maintenant, est-ce que c'est un bon choix de la part de la direction ? Personnellement, je trouve ça plutôt séduisant, il correspond à pas mal de critères dans l'exigence, le jeu qu'on veut mettre en place et le respect qu'il impose. Il a montré avec Valence qu'il était capable de faire des grands matchs face aux grosses équipes. Sur le profil, je trouve ça vraiment intéressant, même si on a bien vu que les réactions étaient plutôt mitigées chez les supporters. Ça vient aussi des pistes qui étaient annoncées au départ, Gallardo et Fonseca ça donnait vraiment envie sur le papier, mais le gros problème c'est que les pistes sont présentées comme plan A, B ou C, et au final, plus on descend dans les priorités, plus ça semble être des choix par défaut. Ça n'empêche que pour le coup c'est pas vraiment le cas parce que les trois principaux noms qui ont circulé, c'est-à-dire Marcelino, Fonseca et Gallardo, on parle de trois coachs qui ont de l'expérience, qui ont montré de très bonnes choses dans leur carrière de coach et qui ont des idées de jeu qui correspondaient à celles qu'on veut mettre en place. Pour le coup, Marcelino, c'était pas mon choix numéro 1, mais l'idée est vraiment bonne. Le dossier est plus simple à régler qu'avec les deux premières pistes. Il est libre comme Gallardo, mais ses relations avec Longoria peuvent permettre de boucler le deal plus rapidement. Ils sont vraiment très amis et leur collaboration a très bien fonctionné du côté de Valence. Ça donne encore plus de crédit à la piste Kondogbia parce qu'ils l'ont tous les deux côtoyé là-bas. Peut-être qu'il sera accompagné par Diakabi qui arrive en fin de contrat à Valence. À voir, mais la présence de Marcelino combinée à celle de Longoria peut ouvrir la porte à d'anciens joueurs qu'ils ont côtoyés à Valence.
En tout cas, pour répondre clairement à la question de cette partie, c'est un choix qui a vraiment du sens, ça n'aurait pas été mon premier choix loin de là au vu des noms qui étaient sortis avant, mais c'est évidemment un très bon coach qui a des références, qui coche beaucoup de cases par rapport à ce qu'on recherche. C'est vraiment loin d'être un choix par défaut parce qu'il est présenté comme quelqu'un de vraiment très compétent, qui a un style de jeu qui peut matcher à l'OM, avec cette volonté de se montrer tranchant offensivement en mettant du rythme, avec de l'intensité aux entraînements, de la verticalité dans le jeu et un investissement à toute épreuve. Ça nous permettra aussi de rester dans une certaine continuité par rapport à l'exigence requise. Maintenant, quelle que soit l'identité du futur coach, va falloir l'annoncer vite parce que le mercato est déjà entamé, qu'il y a des matchs européens à jouer cet été et qu'il va falloir adapter l'effectif à ce que demande le coach. On fera le point très rapidement pour parler des évolutions du dossier, parce que ça peut partir dans tous les sens à tout moment, et la vérité de la veille n'est pas toujours celle du lendemain, on l'a appris à nos dépens ces derniers jours. En tout cas, Marcelino semble être le plus gros prétendant à l'heure actuelle, mais Longoria et Ribalta sont capables de nous faire signer un nom qui n'est sorti dans aucun média. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité olympienne à mes côtés, avec notamment un gros suivi du mercato tout au long de l'été. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Marcelino dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.